Le roi Léopold II a régné sur la Belgique de 1865 à 1909. Aujourd'hui, le souvenir de son règne est toujours vivant et il est glorifié par des statues dorées à son effigie dans toutes les grandes villes de Belgique. Dans les cours d'histoire, chaque génération apprend qu'il était un humanitaire qui a apporté le christianisme et les merveilles de la civilisation à l'État libre du Congo. Cependant, la vérité a été cachée au peuple belge. La réalité est que le roi Léopold II est responsable de l'assassinat et de la mutilation de près de 10 millions de Congolais. Dans cette biographie, on va examiner ce qui pourrait bien être la plus grande dissimulation de l'histoire européenne. Le premier roi Léopold II est né en 1835 du roi Léopold Ier et de Louise-Marie d'Orléans. Ils ont été la toute première famille royale de Belgique, car le pays n'avait alors que 5 ans d'existence. Pendant des milliers d'années, ce territoire avait été conquis par les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Luxembourg. La Belgique était alors un pays nouvellement indépendant qui devait encore se forger une identité nationale unique. Léopold II avait 2 frères et sœurs plus jeunes, Philippe et Charlotte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur vie familiale était dysfonctionnelle. Peu après la naissance de Charlotte en 1844, le roi Léopold Ier rencontre une jeune fille de 16 ans, Arcadie Claret. Il avait alors 54 ans à l'époque, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une liaison avec une adolescente. Claret devint baronne et ses fils, Georges et Arthur, furent élevés au rang de barons. Selon certaines rumeurs, Léopold Ier aurait eu plusieurs autres liaisons, de sorte que le nombre exact de demi-frères et de demi-sœurs de Léopold II est inconnu. La reine Louise-Marie était à juste titre malheureuse dans son mariage, et elle choisit de laisser éclater sa colère sur ses enfants. Elle se moquait du grand-né du jeune Léopold II, hérité de son père. Elle dit à son fils que son visage est aussi défiguré et qu'il a un bec d'oiseau. En 1853, à l'âge de 18 ans, Léopold II fait un mariage arrangé avec Marie-Henriette d'Autriche. Comme il n'avait jamais vu à quoi ressemblait un mariage d'amour, le couple d'adolescents était incroyablement maladroit l'un envers l'autre. Un membre de la cour royale de Belgique a déclaré que les voir ensemble, c'était comme regarder une nonne et un garçon d'écurie. Les gens ont trouvé cette phrase si hilarante qu'elle a été répétée par tous ceux qui les connaissaient. La tante de Léopold, la reine Victoria d'Angleterre, a fait un beau mariage avec son mari Albert et elle a apparemment donné beaucoup de conseils sexuels à son neveu. C'était probablement aussi gênant qu'on peut l'imaginer. Léopold II et Marie-Henriette ont fini par comprendre, car ils ont réussi à avoir 2 filles ensemble. À la mort de Léopold Ier en 1865, Léopold II monte sur le trône en tant que nouveau roi de Belgique. Comme sa vie personnelle était dysfonctionnelle, c'est pas surprenant que son bonheur et sa satisfaction proviennent de l'obtention de biens matériels alors. Selon Guillaume II, le souverain de l'Allemagne, qui assistait à un défilé avec Léopold II à Berlin, ce dernier aurait déclaré « Il ne nous reste plus rien d'autre à nous les rois que l'argent ». Avant de mourir, le père du roi Léopold II a tenté à 5 reprises de conquérir une colonie pour la Belgique, mais il a toujours échoué. Pour lui, il était clair que la puissance d'autres pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis était due à la colonisation. Léopold Ier pensait que sans la colonisation d'une nation africaine, la Belgique ne serait jamais considérée comme l'une des plus grandes puissances du monde. Léopold II reprend le flambeau de son père, mais il ne veut pas conquérir une nation au nom de la Belgique. Il envisage de faire d'un pays entier sa propriété personnelle. De cette façon, il pouvait avoir un contrôle total et un accès direct aux bénéfices. Il savait que s'il était honnête sur ses intentions cupides, aucune des autres grandes puissances n'accepterait de le laisser coloniser un pays entier pour son propre compte. Il a donc dit à tout le monde qu'il avait pour mission de répandre le christianisme au Congo. Il voulait convertir et civiliser ces pauvres âmes impies. En 1884, il rencontre 14 autres nations européennes à la conférence de Berlin. Il présente son idée de coloniser le Congo et affirme qu'il veut dépenser sa propre fortune pour amener des missionnaires en Afrique par pure bonté d'âme. Il a également promis au reste de l'Europe qu'il pourrait librement explorer et commercer avec son pays. Le Congo était connu pour être incroyablement dangereux et difficile à coloniser. La forêt tropicale et la savane sont peuplées alors de gorilles, de lions, de léopards et même de loups. Le fleuve Congo abrite des crocodiles et des hippopotames mangeurs d'hommes ainsi que des insectes
porteurs de maladies mortelles. En général, c'est un endroit très sauvage et peu d'Européens voulaient aller y vivre. Si Léopold II voulait relever le défi, les autres puissances étaient prêtes à dire eh ben allez-y. Un explorateur et journaliste gallois nommé Henry Morton Stanley avait déjà des années d'expérience en Afrique. Envoyé en mission par différents journaux du Royaume-Uni, il est devenu un expert du continent. Par ses écrits, il tente de convaincre la reine Victoria que malgré toutes les difficultés, il serait intéressant de coloniser le Congo. Ses suggestions n'ont jamais eu d'impact, jusqu'à ce que le roi Léopold II découvre son travail. En 1879, le roi l'envoie en mission pour coloniser le Congo. Henry Morton Stanley utilise des tours de passe-passe pour convaincre les chefs de tribus africaines que les hommes blancs sont invincibles. Il utilise un appareil alimenté par des piles pour rendre sa poigne si forte que les Congolais s'effondrent presque à la suite d'une simple poignée de main. Stanley prétendait que les hommes blancs pouvaient arracher un arbre du sol à main nue. Il a également tenu une loupe à la lumière du soleil et a utilisé les rayons du soleil pour allumer un cigare, affirmant que les hommes blancs avaient le pouvoir sur le soleil. Enfin, il a tendu un fusil à un autochtone. Il lui demande de reculer de plusieurs mètres et d'essayer de lui tirer dessus. Stanley avait bien entendu retiré la poudre et la balle au préalable, et lorsque le jeune appuyait sur la gâchette, Stanley se dédoublait de façon spectaculaire avant d'enlever sa chaussure et d'expulser la balle sur le sol. Il prétendait que les hommes blancs étaient des esprits que l'on ne pouvait pas tuer, quels que soient les efforts déployés, et qu'une balle les traversait tout simplement. Cela suffit à terrifier les chefs et à leur faire signer un contrat qui déclarait que le roi Léopold II était le nouveau propriétaire du Congo. Bien entendu, les Congolais n'avaient aucune idée du contenu du contrat, mais celui-ci servait de document juridique aux yeux des Européens. Léopold voulait garder l'image qu'il faisait du bien au pays, il l'a donc baptisé État libre du Congo. Henry Morton Stanley publie un livre sur son voyage en Afrique intitulé Through the Dark Continent. Il a pu faire alors une tournée de conférences à Londres et a même été fait chevalier en 1899. Léopold II a véritablement payé de sa poche tous les frais de démarrage de la colonisation du Congo. Il nomme des gouverneurs généraux pour gérer les différents territoires du pays. Les hommes de Léopold ont fini alors par découvrir que la forêt tropicale était riche en EVA. Et ça, c'était un peu comme si on tombait sur une mine d'or. À l'époque, la demande de caoutchouc naturel pour fabriquer des pneus était énorme, mais l'offre était très limitée. Le seul problème, bien sûr, était de trouver un moyen de payer tout le travail manuel nécessaire. Léopold II ordonne à ses hommes de réduire le peuple congolais en esclavage. Chacun des gouverneurs généraux avait sa propre tactique pour y parvenir. En général, ils mettent le feu à un village pour que personne ne puisse s'y cacher. Ils abattaient et capturaient les femmes du village et disaient aux hommes que s'ils ne ramenaient pas 15 kilos de caoutchouc avant la fin de la journée, ils tueraient leurs femmes et leurs filles. L'État libre du Congo était donc tout, sauf libre. Le roi Léopold II pensait que tous ces gens étaient des esclaves personnels et qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Le roi Léopold distribuait personnellement des primes aux commandants s'ils parvenaient à produire plus de caoutchouc par tous les moyens nécessaires. Léopold a commencé à développer sa propre armée privée au Congo, la force publique. Lorsque ces hommes détruisaient des villages, il choisissait les jeunes hommes les plus grands et les plus forts pour les recruter comme soldats. Ces soldats avaient pour instruction de tuer systématiquement tous ceux qui désobéissaient aux ordres des gouverneurs généraux. Il leur est demandé de ne pas gaspiller de munitions et de tuer un homme d'une seule balle. Ils doivent rapporter une main coupée pour chaque balle tirée. S'ils ne le font pas, ils seront tués par leur général. C'est ainsi que les soldats coupaient les mains des personnes encore en vie à chaque fois qu'ils gaspillaient des munitions. Pendant ce temps, en Europe, les gens n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Lorsque la guerre a pris de l'ampleur, le roi Léopold II a eu besoin de plus de soldats pour l'aider dans sa mission chrétienne de colonisation du Congo. Des centaines de jeunes hommes de Belgique, d'Italie, de Norvège, de Suède et du Danemark s'engagent alors dans la force publique. On leur a appris que ces indigènes noirs étaient des animaux et non des êtres humains à part entière et qu'ils ne devaient donc pas se sentir coupables de les tuer chaque fois que cela était nécessaire. Au bout d'un certain temps, ces hommes se sont désensibilisés. Certains de ces soldats éventraient les gens et leur arrachaient les entrailles, ou voire tranchaient les organes génitaux des jeunes hommes.
Certains des gouverneurs généraux ont écrit des lettres au roi Léopold II à propos de ces scènes, car ils étaient en fait fiers de leur brutalité. Ils pensaient que plus ils traitaient mal les Congolais, plus ils travaillaient dur. Au fil du temps, les hommes du roi Léopold ont réussi à réduire en esclavage toute la population du pays. Bien qu'il ait promis que le reste du monde pourrait visiter le Congo quand il le souhaiterait, le roi Léopold II est devenu très nerveux lorsqu'il a appris que des marchands arabes venaient chercher du caoutchouc pour eux-mêmes. Ne voulant pas perdre son monopole sur cette industrie, il déclara qu'il fallait entrer en guerre contre les soi-disant marchands d'esclaves arabes, ce qui libérerait le peuple congolais. C'est ce qui a déclenché la guerre arabo-congolaise qui a duré 2 ans. En 1895, un marchand anglais du nom de Charles Stokes avait pour mission de se rendre au Congo pour acheter du caoutchouc pour le compte des Allemands. Il a été pendu par la force publique sans avoir été jugé. L'Allemagne et la Grande-Bretagne s'indignent qu'il ait été tué sans avoir commis le moindre crime. Léopold a été contraint de payer des amendes substantielles aux deux gouvernements pour avoir violé le traité et l'incident a été appelé l'affaire Stokes. Cependant, le paiement de cette amende n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Le roi Léopold II a réalisé un bénéfice de 220 millions de francs, ce qui vaudrait plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Léopold II a ensuite engagé une équipe d'écrivains de propagande pour publier des livres et des articles sur l'excellence de son travail. Aucun de ces écrivains ne s'est jamais rendu dans l'État libre du Congo, mais ils sont heureux de glorifier la mission chrétienne de leur roi. Cependant, des journalistes britanniques et américains commencent à se rendre dans l'État libre du Congo et à rendre compte de ce qu'ils ont vu. En 1890, un vétéran américain de la guerre de sécession, George Washington Williams, a visité l'État libre du Congo et a été horrifié. Il écrivit une lettre ouverte au roi Léopold II relatant les horreurs dont il avait été témoin lors de sa visite dans le pays. Le roi n'a jamais répondu. Un homme nommé Edmund Den Morel travaille comme employé dans une société de transport maritime à Liverpool en Angleterre. Les navires belges vont et viennent, livrant à Liverpool du caoutchouc en provenance du Congo. Morel savait qu'il n'était pas possible pour la Belgique de produire un tel volume de caoutchouc à moins d'utiliser des esclaves. C'est alors qu'il a commencé à enquêter, et lorsqu'il a découvert les horreurs de ce qui se passait réellement, il a écrit plusieurs articles anonymes pour un journal britannique appelé The Speaker, exposant la vérité sur ce qu'il avait vu. Il a écrit qu'il s'agissait du plus grand crime jamais commis dans l'histoire du monde. En 1901, la compagnie maritime propose à Morel de gérer les expéditions de caoutchouc en provenance et à destination du Congo. Elle est prête à lui verser un énorme salaire en échange de son silence. Il refuse et devient journaliste à plein temps. Sa passion pour la cause est telle qu'il commence à publier son propre journal, le West African Mail, dans lequel il publie toutes les nouvelles informations qu'il trouve. En 1906, il publie un livre intitulé Red Rubber. Un autre journaliste, Roger Casement, est envoyé au Congo pour interviewer les habitants et recueillir leurs témoignages sur les violations des droits de l'homme dans le pays. Il s'est rendu compte qu'il était crucial de convaincre les missionnaires chrétiens blancs de raconter leur histoire, car ils étaient là depuis le début et pouvaient prouver que le roi Léopold II était au courant des atrocités. Après la publication du rapport de Roger Casement, le roi Léopold II savait que s'il ne répondait pas par sa propre enquête, ce serait la fin. Il a envoyé sa propre commission internationale au Congo, dans l'espoir de la soudoyer. Il pensait pouvoir les payer pour qu'ils publient ce qu'il voulait qu'ils disent. Mais ça s'est retourné contre lui. Un missionnaire chrétien nommé John Harris vivait dans l'État libre du Congo depuis des années. Lui et sa femme consacraient leur vie à aider le peuple congolais. Lorsque la commission internationale du roi Léopold II s'est présentée, John Harris était prêt à l'accueillir. Il a rassemblé un groupe de Congolais qui ont témoigné de la mort, de la torture, de la mutilation, du viol et de l'esclavage qu'ils ont subi aux mains du roi. Sa femme, Alice Harris, était photographe et a pu leur présenter des preuves photographiques des horreurs qu'ils avaient vues. À son retour en Belgique, la Commission internationale publie un rapport de 50 pages sur toutes les violations des droits de l'homme qu'elle a constatées au Congo. Elle le soumet au roi Léopold II. Lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait plus s'en tirer avec ses mensonges, Léopold a ordonné que tous ces documents de l'État libre du Congo soient brûlés afin qu'il n'y ait plus aucune preuve de ces crimes. Finalement, le Congo est devenu une colonie belge, mais elle ne l'a pas confisqué au roi. Au lieu de ça, ils lui ont versé 50 millions de francs pour l'achat. Il meurt un an plus tard, en 1909.
Lorsque le gouvernement belge s'est rendu au Congo, il a trouvé des ressources bien plus rentables que le caoutchouc. Il y avait des diamants, de l'or et de l'ivoire qui pouvaient être vendus pour des profits considérables. Le gouvernement met fin à l'esclavage et fait travailler les Congolais contre rémunération. Très vite, la Belgique est devenue extrêmement riche. La ville de Bruxelles possède aujourd'hui l'une des architectures les plus époustouflantes du monde, avec des statues dorées du roi Léopold II, tout ça grâce à l'argent qu'il a rapporté au Congo. Mais le gouvernement belge a dû prendre une décision. Que dire au public? Léopold II a longtemps menti à son peuple, qui le considère comme une figure paternelle ayant apporté la gloire au pays. Non seulement les citoyens seraient déçus, mais ça donnerait une image terrible de la Belgique à l'extérieur. À l'époque, la nation belge n'avait pas encore 100 ans d'existence. L'Angleterre et les États-Unis avaient déjà interdit l'esclavage dans les années 1800, de sorte que le roi de Belgique avait fait un grand pas en arrière en matière de progrès humanitaire. Le gouvernement belge a choisi de permettre à son peuple de continuer à croire aux mensonges que le roi Léopold II avait construits pour lui-même. Ils ont appris à leurs enfants qu'il n'y avait jamais eu d'esclavage dans l'État libre du Congo et que tout ce que le roi Léopold II avait fait était merveilleux. Ce mensonge a été répété génération après génération, au point qu'il est devenu leur nouvelle vérité et une partie de leur identité culturelle. Avant sa mort, en 1897, Léopold II a créé un zoo humain dans sa propriété d'été. Il a construit un village africain modèle et a capturé 267 Congolais pour y vivre. Des Belges sont venus les observer, jetant des cacahuètes et des bananes par-dessus la clôture comme s'il s'agissait, vous imaginez bien. Ils étaient obligés de rester dehors dans ce village par tous les temps. Tous ces gens sont morts de la grippe ou de la pneumonie. Après sa mort, le domaine du roi est devenu le musée royal de l'Afrique centrale et a continué à glorifier les réalisations de Léopold II en matière de colonisation. Des décennies après sa mort en 1958, le gouvernement belge est allé même jusqu'à reproduire son zoo humain à l'exposition universelle de Bruxelles, exposant à nouveau les Congolais comme des animaux. Presque toutes les nations ont une histoire d'esclavage et de génocide, mais dans la plupart des classes belges, les élèves n'entendront jamais la vérité sur le roi Léopold II. Ils diront que l'esclavage n'a jamais existé au Congo, les archives ayant été détruites. On ne saura jamais vraiment combien de personnes Léopold a tuées. Certains estiment qu'il s'agit d'environ 4 millions de personnes, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit de 10 millions. Entre 70 et 90% de la population totale a été décimée. À l'ère d'Internet, c'est devenu beaucoup plus facile pour la Belgique d'ignorer la réalité de ce qui s'est passé. En 2018 notamment, les conservateurs du Musée royal de l'Afrique centrale ont finalement décidé de modifier l'exposition pour honorer les vies perdues par le peuple congolais. Cependant, les Congolais qui ont visité l'exposition ont déclaré que c'était toujours pas suffisant et que, tant que l'histoire serait racontée du point de vue d'un Belge esclavagiste, le pays ne montrerait jamais toute la vérité sur les actes monstrueux du roi Léopold II. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour ne pas manquer les suivantes, abonne-toi et on se dit à une prochaine.